We are good to go? Nous allons pouvoir commencer. Très bien. Hello everyone. Bonjour à toutes, bonjour à toutes, Excellences, invités distingués, chers collègues, chers étudiants aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir la moitié de ma promotion d'étudiants pour ce forum ici aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui pour cette discussion intitulée « De Bridgetown à Accra, les principes de la nouvelle coopération internationale ». Ces dernières années, on a vu une transformation profonde de l'ordre global. Les certitudes qui structurent l'ordre international sont en train de se disloquer. La confiance entre les nations s'érode. Et pourtant, au moment où la fragmentation semble prendre du terrain, des nouvelles visions émergent avec un renouveau du multilatéralisme qui soit plus inclusif et plus efficace. Cette initiative, comme par exemple celle de Bridgetown en 2023 et celle de l'Accra Reset, veulent être les premières fondations d'un nouveau consensus sur les règles, sur la durabilité, sur le changement climatique. La crise climatique montre qu'on ne peut pas être seul. C'est un test de notre capacité et de notre coopération et de notre responsabilité. Entre président de Sciences Po et ancien diplomate, ces questions me sont chères. C'est pourquoi nous venons de lancer une nouvelle école qui vise à étudier ce genre de problématiques, la Paris Climate School. Et c'est pourquoi je suis ravi de voir que le Paris Peace Forum est entremêlé avec notre semaine du climat à Sciences Po. Nous avons 4 leaders remarquables aujourd'hui ici qui façonnent l'avenir de la coopération internationale. Le président Mahama de la République du Ghana, dont la vision pour l'Accra Reset est remarquable. Mia Amor-Mottley, première ministre de la Barbade, dont le leadership a placé la réforme climatique au centre de l'agenda international. Celso Amorim, conseiller principal du président Lula, un homme d'État dont la coopération continue d'inspirer la communauté internationale, et Eric Pelowski, vice-président de Global Economic Recovery et vice-président de la Fondation Rockefeller, dont le travail finance les nouvelles alliances pour le climat et la résilience. Ensemble, nous allons voir cette vision d'Accra et bientôt vision Belém. Comment est-ce que ces visions peuvent nous aider à aller au-delà de la dislocation? Je vais commencer par une question par personne, puis ensuite nous irons dans une discussion plus ouverte. Tout d'abord, je voudrais commencer avec vous, Monsieur le Président Mahama. Vous avez demandé à l'Accra Reset un renouveau des principes qui guident la coopération internationale dans un paradigme qui semble de plus en plus complexe. Comment devrions-nous remplacer l'ancien paradigme? Comment est-ce que le leadership africain peut être ancré dans une nouvelle conception de la redevabilité et de la justice climatique? Merci beaucoup. L'ancien ordre n'a pas l'air de changer et pourtant il est en train de changer. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre mondial est arrivé à cause de la guerre qui venait d'arriver et à cause de l'action unilatérale de certaines nations du monde. Nous sommes tous et toutes d'accord pour dire qu'il faut un ordre international où
il y a des règles où on prend des décisions tout ensemble pour légitimer les actions de telle ou telle nation. Et dans une ère des disruptions des crises, les crises amènent à des changements. Et on doit accepter que cet ordre mondial est en train d'être disloqué. On doit se demander quel type de partenariat international nous devons adapté. L'Afrique doit être à la table des négociations pour ce qui est de la remise en ordre de l'ordre international. 80 ans après les Nations Unies, l'Afrique n'a toujours pas de siège. Nous sommes à l'Assemblée générale, mais les décisions importantes sont face au droit de veto de quelques-uns. Nous ne faisons pas partie et nous n'avons pas fait partie de la structure de cet ordre international tel qu'il est, mais nous devons faire partie de l'ordre mondial tel qu'il va le devenir. Nous devons avoir la voix au chapitre pour que les systèmes financiers ne soient plus ligués contre le Sud global. Nous avons eu cette réunion à Accra. L'inspiration avec Mac Diabo et le président de Magabo, nous avons eu cette idée d'assurance pour les conditions de santé au niveau international. Nous devons prendre notre destin dans nos mains. Et nous avons décidé d'appeler la conférence d'Accra et de la baser sur la souveraineté sanitaire pour pouvoir être face à face au déclin de cet ordre international et faire face en tant qu'Afrique, que l'Afrique puisse prendre son destin entre ses mains. Nous avons eu une discussion très intéressante où nous avons décidé de mettre en œuvre des institutions avec un conseil de très haut niveau, avec des présidents du Sud global ensemble qui pourraient mettre en place des mesures pour la souveraineté sanitaire. Le reset d'Accra, ce n'est pas seulement un changement au niveau sanitaire. Cela s'intéresse à la résilience, au climat, à la sécurité alimentaire, au système financier, aux questions de dette. Il y a une connexion entre Accra et Bridgetown, puisque nombreuses sont les questions qui ont été levées à Bridgetown, qui sont aussi sur la table à Accra. Il nous faut montrer que nous pouvons prendre notre destin entre nos mains. Nous avons un avantage en Afrique, ce sont les ressources naturelles. Et pourtant, nous ne sommes que des exportateurs de matières premières pour le Nord global. Et le Nord global exporte des produits finis. Nous avons besoin de valeur ajoutée. Nous avons besoin d'utiliser ces ressources en Afrique pour que la population qui ne cesse de grandir puisse avoir des opportunités. Nous devons apporter le leadership nécessaire, nous devons apporter la démocratie, la bonne gouvernance, nous devons respecter les droits humains et arrêter les conflits. Donc ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre doit faire pour nous. Nous devons être ceux qui construisent ce reset. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous me donnez la transition parfaite pour mentionner avec la Première ministre, Madame Mottley, l'initiative de Bridgetown qui s'intéresse en particulier à la dimension de financement international, la finance internationale. Quelle est votre conclusion de plusieurs années de cette initiative et quels sont les manquements peut-être que vous voyez pour l'avenir qui doivent être comblés? Merci beaucoup. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit. Nous sommes dans un continuum, nous avons
eu le même destin d'exclusion. Au cours des dernières années, nous avons demandé un système financier juste pour nos peuples et pour combattre la crise climatique qui met en péril tout ce que nous avons. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Jamaïque ces dernières 24 heures, ce qui se passe à Cuba en ce moment, ce qui se passe à Haïti, ce qui pourrait arriver dans 24 à 48 heures dans d'autres pays. C'est la réalité qui est là. Nous devons reconstruire et reconstruire sans devenir vulnérables pour les 3, 5 à 10 années qui viennent. Et cela veut dire qu'il faut avoir des capitaux que nous pouvons nous permettre d'acheter. Le système international multilatéral a fait de nous des citoyens de deuxième classe et a ignoré ces réalités. Lorsque la Charte atlantique demandait la liberté de religion, la liberté et la justice, cette charte ne se référait finalement qu'à une certaine catégorie de personnes. Nous sommes sous le joug d'un système financier international et lorsque le Covid est arrivé, il y a eu des trillions de dollars qui ont été libérés pour un certain nombre de pays et on voit qu'il y a des disparités dans ces cas-là. Et ces disparités, ce n'est pas seulement le seul problème, mais il y a aussi la logique du développement. Si vous voulez construire une école primaire, vous ne pouvez pas vous attendre à des retours sur investissement immédiatement. Et en particulier si vos enfants doivent se mettre à travailler d'ici à ce que vous ayez payé le prêt. Donc il nous faut des capitaux plus abordables. Ici à Paris, il y a 2 ans, nous avons lancé le partenariat et nous avons vu la légitimité des clauses désastres naturels être remise en cause. Ce qui se passe en Jamaïque aujourd'hui, si cela arrivait quelque part, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais si cela arrivait dans mon propre pays, nous serions capables de suspendre nos paiements pendant 2 ans. C'est l'équivalent de 18% de notre PIB. Il n'y a pas d'institution, pas d'entité qui est capable de nous donner ce niveau de trésorerie. De la même manière, cela donne de la place en matière fiscale pour le pays pour pouvoir prendre les responsabilités infrastructurelles nécessaires. Donc c'est une évidence. Et pourtant, la volonté politique est nécessaire pour mettre en place ces choses. La Banque mondiale l'a adopté, les marchés internationaux l'ont adopté. Nous avons eu l'opportunité de faire un capital sur les marchés internationaux avec une clause désastre naturel. Quoi qu'il en soit, il va falloir être capable de faire face. Et la dernière initiative à laquelle nous avons fait appel demande une mobilisation. On ne demande pas quelque chose que nous ne sommes pas prêts à faire nous-mêmes. Dans notre propre cas, on a changé notre fonds industriel en fonds de résilience et de capacité. Chaque industrie contribue 2,5% de leur CA et chaque employeur, il n'y a pas de plafond à ce
à cette contribution, avec énormément de parts de PIB qui sont allouées à ce combat. Notre propre mobilisation est tout à fait importante, et en particulier avec ce qui se passe au niveau de la Cour, au niveau des Nations Unies, pardon. La réalité, c'est que on ne peut pas demander à des pays de se reconstruire seuls. Il faut des ajustements qui sont beaucoup trop énormes. Et donc, il n'y a pas que les ODD. Il faut de l'argent pour l'eau, la sanitation et la santé. Et il va falloir ce reset. Est-ce que ce sera parfait? Non, ce ne le sera pas. Mais il va falloir remettre à plat tout cela si vous voulez arrêter de voir la migration, si vous voulez arrêter de voir les conflits, si vous voulez arrêter de voir toutes ces inégalités qui amènent au manque de satisfaction internationalement. Eh bien, il faut s'attaquer aux causes pour que les gens ne quittent pas leur pays. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Vous nous avez donné un petit peu d'optimisme en disant que certaines choses peuvent être réalisées avec la volonté politique. Vous avez parlé des 4 P qui sont produits à Paris il y a quelques années. Maintenant, au Brésil, il y a énormément d'espoir. Monsieur Amorim, qui sont placés au Brésil. Votre diplomatie a été extrêmement active à la présidence des BRICS, au G20. Et maintenant, tout le monde est en train de regarder vers Belém. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines? Donc je vous demande en fait si on peut être optimiste et quels sont les objectifs que vous vous donnez, quelles sont vos cibles pour Belém, quels sont vos espoirs pour Belém. J'ai 83 ans, j'étais un jeune diplomate au moment de la première COP, et donc si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas là. Les efforts de Belém sont énormes de la part du président Lula. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il se dit. Maintenant, il veut que tout le monde visite l'Amazonie pour pouvoir voir ce qu'il en est sur place, voir la déforestation. Mais la déforestation dépend du climat dans son entier. Tout cela, c'est important pour nous, c'est important en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et pour le monde entier. Une chose dont je ne suis pas très sûr, cependant, et où je ne suis pas très optimiste, c'est cette idée qu'il y aura plus d'argent en termes de donations. Il devrait y en avoir plus. Mais j'ai été là-dedans pendant trop longtemps pour savoir, depuis Copenhague, la COP 15 à Copenhague, on nous a promis des 100 milliards et bien entendu, ça ne s'est jamais produit. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux aspects de la conférence de Belém, mais 2 aspects principaux dont je veux vous parler. Tout d'abord, un fonds créé pour la forêt, un fonds d'investissement. Donc ce ne sont pas vraiment des donations. Les pays peuvent gagner de l'argent en mettant de l'argent dans ce fonds. C'est une idée très importante pour les îles en particulier qui dépendent tellement du climat. Et tout cela fait partie des NDC. J'espère que l'Europe, qui parle énormément d'environnement, lorsque l'on parle de commerce, qu'ils vont
aussi penser un petit peu à la finance lorsqu'on parle de l'environnement. Voilà, c'est mon espoir, étant donné que je suis optimiste. Dans un sens plus large maintenant, je pense que nous sommes ici il faut être optimiste et ne pas chercher à accuser. Il faut être optimiste, mais il faut que cet optimisme soit basé sur les acteurs multiples et non pas sur le multilatéralisme complètement. Le monde est organisé d'une manière et il faut que nous l'organisions pour qu'il y ait des incitations pour que les plus riches contribuent. On parle des BRICS. Un ami à moi qui était ministre des Affaires étrangères m'a dit « Pourquoi est-ce qu'on donne énormément d'influence aux BRICS ?» Moi, je dis « Pour renforcer le G20 ». Pourquoi? Parce que la tendance aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir au G7 pour que les pays riches gouvernent le monde, le gouvernent économiquement. Mais nous avons les BRICS, et ce n'est pas parfait. Il faudrait qu'il y ait un pays insulaire peut-être dans les BRICS. Mais quoi qu'il en soit, il y a la Russie, l'Inde, la Chine. Et il y a un élan pour les pays plus riches de voir ce qu'ils doivent faire pour ne pas perdre leur clientèle d'une certaine manière. Donc c'est ainsi que nous travaillons. Nous voulons renforcer le système multipolaire. Ce n'est pas une illusion. J'étais là il y a 30, 40 ans. On a parlé de commerce et de développement, mais rien ne s'est passé. Toutes les infrastructures étaient dans le commerce et maintenant on voit le système de commerce international qui est en train d'être détruit. Donc il faut montrer une forme de force pour pouvoir regarder les yeux dans les yeux et qu'on puisse demander qu'est-ce que vous allez nous donner. Pas toujours demander une faveur. On est très intéressé par les métaux rares, mais on ne vous les donnera pas gratuitement. On vous les donnera si vous prenez vos responsabilités vis-à-vis de nous aussi. Je vous remercie. Maintenant, je vais me tourner vers Eric et nous discutons maintenant le nouvel ordre mondial, celui qui est en train de s'effacer, de se disloquer, qui est basé sur l'équilibre de 1945. Je ne veux pas vous poser de questions sur la position du gouvernement américain, mais pour ce qui est des institutions gouvernementales et non gouvernementales, après les décennies de 1945, en tant que président d'université, moi je vois que l'éducation dans le monde entier, au niveau international, ce qui a commencé dans les années 50 aux États-Unis, ma question c'est quel pourrait être le rôle des organisations non gouvernementales philanthropique américaine en termes de réimagination du nouvel ordre mondial. Merci beaucoup d'aborder cette question ici au Forum de Paris, qui est elle aussi une ONG. Je pense que les dirigeants ici représentés et d'autres comprennent que la coopération internationale vit encore et n'est pas morte. Et pour que nous puissions atteindre nos objectifs, il faudra l'utiliser comme un outil. Mais évidemment,
les hypothèses sous-jacentes sont contestées. Rockefeller vient de faire un sondage international, 43 pays, 56 000 personnes. On a demandé, soutenez-vous la coopération internationale, même s'il faut faire un compromis sur les intérêts nationaux. Et 55% des sondés ont dit oui, nous soutenons la coopération internationale, même s'il faut sacrifier les intérêts nationaux. Donc, ça nous donne quelques idées. Et aux États-Unis, les chiffres étaient élevés, 61%. Donc, cela montre que peu importe ce qu'on entend dans les discours politiques sur le sujet, il y a un soutien, un engouement, mais il est fragile et il faut être prudent lorsque l'on patine sur cette fine glace. J'aimerais ajouter une chose sur la coopération internationale. Les sondés disaient qu'ils soutiennent cette coopération si cela donne des résultats directs pour leur pays. Et si ces résultats sont efficaces. Donc il y avait bien plus de sondés qui répondaient ainsi. Peu importe les coûts, tant que cela fonctionne. Voilà le message. Donc dans ce contexte-là, les ONG, les organisations caritatives, le secteur privé peuvent donner les moyens d'agir aux dirigeants, comme ceux ici présents, pour qu'ils puissent agir. On a parlé de Bridgetown, Accra. Les clauses de résilience climatique, très importantes, qui ont été engendrées ici, à Paris, ça a été une première étape. Ensuite, dans le cas de Bridgetown, il y a eu des réformes sur les banques de développement multilatérales, sur les taux d'adéquation, et tout cela a été soutenu par de nombreuses études menées par les autorités publiques et les organisations caritatives. On a bien vu qu'il y avait davantage de ressources dans ces banques qui pouvaient être déployées au service du développement. Et voici quelques pistes qui nous montrent comment les ONG peuvent jouer un rôle, soutenir de nouvelles idées, aider d'autres à innover, bâtir des coalitions. Nous le faisons nous-mêmes. Nous avons soutenu le Premier ministre Motley ou le président du Ghana. Nous avons apporté notre soutien à une coalition large et c'est le véritable sujet de cette réunion. Mais ce qui compte avant tout, selon moi, c'est que lorsque nous obtenons ces résultats, ils doivent être communiqués. Sinon, cela n'est que du bruit blanc qui n'est pas entendu, qui ne ressort pas. Les conversations à travers ces sondages montrent que les citoyens ne comprennent pas les résultats engendrés par les systèmes. Donc c'est là qu'il y a du travail. Les philanthropes ont essayé de faire avancer ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Un certain nombre de sujets que vous avez soulevés, et je reviendrai sur l'idée déjà soulevée, l'idée des concessions, des arbitrages entre les pays. C'est un moyen de stabiliser l'ordre international, c'est vrai. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez tous parlé d'un nouveau contrat Nord-Sud. Et je voulais vous demander quelles sont les différentes composantes de ce nouveau contrat, comment intégrer le fait que, comme vous venez de le dire, le Sud est très diversifié. Du point de vue européen, je dirais que le Nord l'est aussi. Donc, comment composer avec cette diversité au sein d'un cadre qui fait se rejoindre les deux blocs, si l'on veut? Quels sont les éléments, les composantes qui pourraient faire vivre ce contrat sur le long terme? Monsieur le Président? Eh bien, j'estime qu'on ne peut pas continuer avec le contrat actuel. La pauvreté dans le Sud, le pauvre Sud, le Nord riche, il faut le réinventer. Le monde change.
Nous ne sommes plus dans le XXe siècle, dans le XIXe siècle. Il y a des technologies qui émergent. Nous sommes tous plus sages, plus connaisseurs, nous avons plus de connaissances. Nous voyons bien comment ces technologies se développent et à quelle vitesse. Donc, quelque chose va céder et nous appelons à de nouveaux partenariats. Un exemple, il y a des pays qui ont colonisé par le passé, doivent réinventer ces relations avec les anciennes colonies. La France, par exemple. La France a réinventé ses relations pour qu'elles soient perçues comme un partenaire plutôt qu'une puissance condescendante, n'est-ce pas? Tout doit changer. Et les choses peuvent changer. Il y a assez de ressources dans le monde pour que chacun puisse vivre une vie décente après la Deuxième Guerre mondiale. Et je continue. Après l'effondrement du bloc soviétique, la fin de la guerre froide, nous pensions qu'il y aurait les dividendes de la paix, plus d'armes nucléaires, mais l'argent pour la paix. Que s'est-il passé? Eh bien, l'argent était engouffré dans d'autres projets. Donc, si nous composons un autre ordre, nous pouvons éliminer la pauvreté. Voyez les objectifs du millénaire pour le développement. Des millions de personnes sont sorties de la pauvreté. D'autres organisations comme Gavidou, 30 millions d'enfants ne sont plus en danger de maladie grâce au vaccin. Donc, il faudra encore du multilatéralisme aussi longtemps que nous vivrons sur Terre. Évidemment, il faudra prendre des décisions ensemble. Mais cela n'exclut pas d'autres coalitions. Les BRICS, par exemple. Les BRICS souhaitent réarranger leur ordre pour éviter la domination d'un seul groupe. Et puis, il y a l'Union africaine. La vision 2063, nous voulons organiser notre zone de libre-échange, nous travaillons avec les Caraïbes aussi. Ce sont des coalitions qui permettent de prendre des décisions et libérer la prospérité. Mais façonner le nouvel ordre mondial requiert de ne pas éliminer le multilatéralisme. Il faut prendre des décisions ensemble. La pandémie touchera tout le monde, peu importe votre richesse, et vous n'empêcherez pas les personnes de migrer, tout particulièrement celles qui sont pauvres. Donc, si nous avons un système qui est équitable, je pense que cela profiterait à chacun et chacune. Merci. Eh bien, je l'ai déjà dit au début de mon intervention, et mon frère ici l'a rappelé. Si nous n'adjoignons pas l'équité aux décisions politiques, nous retrouvons les mêmes problèmes. Lorsque l'UE a rencontré les pays de l'Amérique latine l'année dernière, je crois, vous me rappellerez la date, le chancelier allemand a dit que le moment était venu de partager la valeur ajoutée et ne pas se limiter à l'extraction des ressources dans ces pays du Sud. Ça ne peut pas s'arrêter aux mots, il faut joindre le geste à la parole. Et lorsque on regarde plus loin, et je le dis souvent, nous avons bien travaillé. Dans le cadre des COP, nous avons pris des engagements. Peut-être qu'en ce qui concerne les contributions déterminées au niveau national, il y a peut-être plus de travail à faire, mais c'est vrai. Mais nous avons avancé, nous avons pris des engagements, chacun a pris des engagements et tout cela a été photographié et était sous les feux des projecteurs. Nous avons été très fiers, très bien. Mais j'ai dit, ces temps, nous avons un problème. Il y a un écart entre les capacités et le développement. Les petits pays comme le mien sont menacés par le fait qu'ils n'ont pas accès aux batteries parce que le prix des batteries est très élevé. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Les coûts seraient trop élevés pour les consommateurs, donc cela rend les projets impossibles. Eric sait très bien de quoi je parle parce qu'il a travaillé avec nous. Nous avons lancé un projet à Dubaï, je crois,
avec IKEA et Bezos, la fondation Bezos, pour voir quelle réponse apporter à ce problème. Mais ce problème est bien plus complexe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis, si nous voulons trouver de réelles solutions, alors il faut temporiser, trouver un nouvel accord sur le méthane, parce que pour atteindre le net zéro, le méthane peut nous aider à inverser les températures, ou un accord plutôt. Et une fois que cela sera fait, nous pourrons nous tourner vers la décarbonisation des technologies à grande échelle. Cela permettra au Ghana et d'autres pays, le mien, tous ces pays qui n'ont pas exploité leurs propres ressources, ces ressources qui ont été, qui ont alimenté le développement d'autres, ils pourront atteindre le net zéro. Sans ces actions, il y aura des problèmes. C'est le manque d'égalité des conditions qui crée des problèmes. Et cela rappelle en quelque sorte le 19e siècle. Nous pensions avoir laissé ces temps-là dans le rétroviseur. Et même si nous n'étions pas acteurs actifs à l'époque, tout ce que nous voulons maintenant, c'est être rattachés au système. Mais nous luttons contre de nouvelles formes de colonialisme sans règles dans le monde. C'est un peu comme si on regardait des enfants jouer à des jeux. Et nous ne sommes pas égaux, car nous ne sommes pas tous aussi puissants les uns que les autres. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose qui a été oublié. La coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de coopération avec la Chine dans de nombreux domaines. Ça a commencé dans l'espace, le Brésil et la Chine. On ne peut pas dire la même chose de la Chine maintenant, mais nous étions pauvres à l'époque. Nous avons commencé ce chemin ensemble et commencé par coopérer dans l'espace, des satellites. Je ne peux pas dire qu'on peut répliquer ça exactement, mais d'expérience, je peux dire que c'est utile pour les pays africains. Donc, le philanthrope, le mécène pourrait être bailleur de fonds pour des projets dans les pays en développement, mais aussi aider ces pays à développer leurs propres programmes. J'aimerais vous donner un exemple connu par la Première ministre. Une route de l'intérieur de l'Amazonie à la côte. C'est essentiel pour nous, mais aussi pour d'autres pays désenclavés qui peut acheter des produits agricoles moins chers. Mais où est l'argent? Eh bien, l'argent n'est pas là parce que aucun pays riche n'en profite. Autre chose qu'on oublie. Quand on parle de développement, de finances et de protection de la nature, on ne peut pas oublier les crises, les guerres, le génocide en Palestine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la menace de la force brandie contre le Venezuela et l'Amérique latine. Cela sape notre énergie, sape notre capacité à innover. Donc ne pensons pas, n'imaginons pas qu'on peut refaire le monde d'un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Prenons la France. La France, elle dépense 5% de son budget à des fins militaires. Eh bien, cet argent pourrait être réorienté vers les contributions déterminées au niveau national. Et qu'en est-il du Mercosur qui a négocié pendant plus de 20 ans? Eh bien, je ne suis pas diplomate français, je ne suis plus diplomate français, je suis modérateur, donc je ne pourrai pas répondre à ces questions qui sont pertinentes, j'imagine bien. La question sous-jacente ici, vous en avez très bien parlé, c'est la question des ressources, de la solidarité.
Et au vu de la cadence du changement climatique, si on revient à ma génération, il y a 20 ans, on se disait que l'adaptation, c'est pour loin dans l'avenir. Mais maintenant, il s'agit de questions existentielles au Barbade et en France aussi. Donc, on parle aussi de la rareté des ressources, qui est un véritable sujet, même dans les pays du Nord. On vient de parler de la concurrence, la compétition entre différents objectifs nationaux. Donc, nous avons encore 1 minute. J'aimerais vous demander à vous, Eric, comment faire face à cette question de concurrence entre les ressources et les objectifs. En 1 minute? Très bien. Eh bien, ce que je peux vous dire, soyons réalistes. 3,4 milliards de personnes vivent dans des pays où leur État dépense davantage pour rembourser la dette que pour la santé et l'éducation. C'est une problématique grave, celle de l'endettement dans les pays en développement. Dans le même temps, entre 60 et 80 milliards de dollars sortent du système parce que les pays du Nord ont décidé, pour leurs besoins politiques ou nationaux, qu'il fallait réorienter ces ressources. Donc, disons-le clairement, la relation entre le Nord et le Sud doit changer, parce que cela fait fond sur différents faits. Et ce qu'on voit ici sur cette scène, c'est que les dirigeants ont des points de vue différents. Est-ce que la philanthropie peut répondre à toutes les problématiques, combler les besoins pour répondre à tous combler les écarts de financement pour répondre à tous les besoins humanitaires à Cuba et ailleurs. Il n'y a pas assez d'argent, la relation a été modifiée. La philanthropie ne peut pas mettre la main à la poche et remplacer ses ressources. Il nous faut être novateurs, trouver de nouveaux mécanismes via la Banque mondiale, avec l'aide du secteur privé. Il y a de nombreuses modalités mises au jour par la philanthropie. Je vous donne un exemple. Rockefeller a financé une action visant à créer un réseau d'investisseurs dans les marchés en développement. C'est le Graal de l'investissement. Les investisseurs les plus prudents, et nous leur avons présenté des projets. Ils ont bâti un fonds de 600 millions qui fait de l'investissement dans les marchés émergents. C'est un exemple, un exemple personnalisé. On peut développer ces projets à une plus grande échelle. Voilà ce que peut faire la philanthropie. Elle peut utiliser ses ressources pour donner les moyens aux autres, développer des capacités et innover. Merci. J'aimerais remercier nos intervenants. C'est extrêmement réconfortant d'entendre des dirigeants qui ont une vision, mais aussi des solutions à proposer, qui montrent la voie à suivre. Merci beaucoup pour la qualité de ces discussions. Un applaudissement chaleureux pour nos intervenants, s'il vous plaît.